Dans ce podcast, on se vante, on n'a rien à foutre. La personne, elle est à la maison, dans le quotidien, elle reçoit les factures et moi, je suis dans un 5 étoiles à l'autre bout du monde. T'as jamais eu ça? T'as jamais eu de mort dans un avion? Si, C'est vrai? une fois, ouais. Je vois donc monsieur assis et puis il y a sa femme avec la couverture sur la tête. J'ai un appel, un message, bonjour, c'est L'Oréal. Tout quitté par amour. Ne faites jamais ça. Séquence émotion. Pas d'autre chose. C'est horrible. Ça va faire râler ceux qui ont fait des études pour être agent immobilier. Je dirais pas qui, mais... Ok. C'est bon. Il avait un bermudet et je vois qu'il a un bracelet électronique. Parce que c'est des tocards. Salut Sonia. Salut David. Je suis très content de te recevoir sur le podcast L'Effet Papillon. Merci, moi aussi. On va parler de pas mal de choses hyper intéressantes, j'ai trop hâte. Pour rappeler un peu l'effet papillon, du coup moi j'aime beaucoup le fait de me dire qu'un événement qui se passe dans ta vie a des répercussions plus tard et finalement ce petit événement a changé ta vie quelques mois, quelques années après. Et je pense que tu en as quelques-uns à nous raconter. Donc voilà, n'hésitez pas, pour ceux qui sont sur YouTube, à mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne, c'est hyper important, ça permet de soutenir le programme. Depuis peu, les programmes sont disponibles aussi en audio, donc n'hésitez pas à aller sur Spotify, Amazon, Deezer et compagnie. Tout est disponible et on peut l'écouter n'importe où. On va apprendre à te connaître un petit peu, Sonia. Est-ce que tu peux nous dire ton nom, ton prénom et ton âge ? Alors, Sonia Reboul, j'ai 47 ans. Le métier. Agent immobilier. Ok. Hobby ? Hobby, c'est pas terrible ce que je veux dire, mais l'immobilier et mes enfants. Voilà. Du coup, c'est ça ma vie. Ton travail est ta passion, du coup ? Oui, mon travail est ma passion, ouais. C'est pas tant le travail, finalement, c'est les rencontres humaines, ouais, dans mon travail. La chose dont tu es le plus fier ? Mes enfants. T'as 2 enfants ? Ouais, 2 enfants. De quel âge ? Une fille qui a 19 ans et mon fils qui a 16 ans. La chose qu'il faudrait retenir à ton enterrement ? Ouais, on va directement dans le deep. Ouais, c'est clair. Je m'y attendais pas à celle-là. Ah, il y a des questions pièges et surprises. Ouais. Pourtant, tu vois, j'ai oublié parce que j'avais regardé tes podcasts déjà. La chose qu'il faut retenir à mon enterrement, la vie est courte, je sais pas, profiter. Voilà, profiter. Oubliez-moi, quoi, je suis plus là. Donc... non, mais c'est vrai. On dit toujours que le plus dur, c'est pour ceux qui restent. Pour ceux qui restent, c'est vrai. Exact. Si tu devais regarder un seul film ou un seul livre ou une seule musique, la dernière qui devrait rester dans un des 3 qui te plaît le plus, ça serait quoi ? Moi, je suis passionnée de musique, donc j'ai envie de dire la musique, je pense, un groupe qui est connu, Coldplay, que j'adore. Voilà, c'est plus, moi, je suis beaucoup musique. J'écoute de la musique tu les as vus en live ? Soir. Ouais, plein de fois. Il paraît que c'est trop bien. Et là, je les ai vus l'année dernière à Lyon. Ah mais oui, c'est vrai qu'ils ont fait une tournée en France. Et l'année d'avant au Stade de France. Moi, j'ai vu les vidéos avec les bracelets qui s'illuminaient partout comme ça. C'est génial. Et pour la petite histoire, je suis fan de Coldplay. J'ai écouté Coldplay le jour de mon accouchement parce qu'on avait le droit d'amener un CD. Je suis vieille. Donc, on me mettait un CD dans la salle d'accouchement et j'avais mis donc, le CD de Coldplay. Et aujourd'hui, ma fille qui a 19 ans est aussi passionnée de Coldplay. Et donc, on fait les concerts ensemble. Donc, trop bien. C'est chouette, quoi. Ouais. Et le petit, il aime pas ? Non, il s'en fout. Mais c'est vrai qu'il y a un truc qui m'avait énormément surpris, c'est quand on se parlait, après je vais expliquer comment on s'est rencontrés, mais quand on se parlait par message, etc., on parlait beaucoup de musique. Oui. Quand j'allais voir des DJ ou des trucs comme ça, ou toi, où j'étais en festival, tu m'avais envoyé un message, je crois que c'était Joris Delacroix. Ouais. Tu m'as dit, j'adore Joris Delacroix, génial. Que j'étais allée voir aussi. C'est vrai, on avait parlé de ça, ça m'avait étonné. Ouais, j'adore. J'écoute tout le temps. Enfin, je peux pas vivre sans musique. Je sais pas comment les gens font pour ne pas écouter une fois dans la journée de la musique. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Du coup, j'aime bien aussi revenir avec les invités sur l'effet papillon des rencontres qu'on a pu faire. Comment on s'est rencontrés avec les invités que je reçois. Toujours dans l'idée de montrer que d'un moment un peu anodin ou quoi que ce soit, au final, on arrive à construire des choses, que ce soit professionnellement, amicalement. Au final, tu vois, après ça, on se retrouve sur un podcast. Qui sait, potentiellement, peut-être bientôt pour de l'immobilier, j'en sais rien, tu vois. Oui. Et j'adore ce genre de rencontres. Et du coup, l'effet papillon de notre rencontre, c'était une soirée organisée par une amie commune qui organise des événements, on va dire, mi-travail, mi-fête.
Ouais, C'est ça? exactement. Ouais. Un peu de réseautage. C'est du réseautage nocturne, quoi. Mais c'est exactement ça. Ce qui est plus sympa qu'un after work finalement. C'est ça, Il voilà. y a de la musique, on prend un verre. Et C'est la sympa. musique, il y a un peu de vin, et puis Ouais. les gens parlent entre eux et tout. Et puis moi, je faisais la vidéo de l'after movie de cette soirée. Mhm. Et du coup, tu m'avais envoyé un message sur Instagram quelques jours après, quand la vidéo La est sortie. ouais. Tu m'as dit qu'elle était super bien, etc. Mm. Et du coup, c'est là où je t'ai découvert, et du coup, découvert ton univers dans l'immobilier. Parce que tu commençais chez Kretz Immobilier, on en reviendra après, Ouais, tout à mais fait, tu commençais chez Kretz. Et du coup, je trouvais ça marrant parce que c'était le moment où la série a buzzé. Mm. Donc du coup, ça faisait écho et j'étais c'est marrant de... Je savais même pas qu'ils avaient des antennes un peu partout, etc. Donc voilà, on a commencé à se rencontrer là et après on a continué à discuter, à parler d'immobilier. Et nous voilà ici. Donc j'aime beaucoup ce genre d'effet papillon. D'ailleurs, petite anecdote, petite aparté sur les afterwork, etc. Ça t'avait servi au final? Ou c'était plus, bon, c'est sympa, mais... Franchement, j'en ai fait pas mal, hein, ce genre d'événements, etc. Ça m'a pas forcément apporté. Alors, je suis dans l'immobilier, quelqu'un qui m'appelle juste après en me disant tiens, je vends ma maison. Ouais. Et du coup, je sais pas si je peux en parler parce que toi, tu m'avais appelé. Je me dis non, ça m'a pas forcément apporté, mais toi, tu m'avais appelé pour me demander une estimation de ta maison. C'est vrai. Donc, je sais pas si on a le droit d'en parler dans le podcast. Oh, on peut parler de tout. C'est vrai que J'étais venue pour estimer ta maison. C'est vrai. Voilà. Mais d'une manière générale, non, ça m'apporte pas forcément ce genre de choses. Mais oui, c'est peut-être plus du coup, je rencontre quelqu'un qui parle de moi à quelqu'un d'autre, etc. Et même parfois, sans le savoir, j'ai des gens qui m'appellent en me disant oui, c'est un tel qui m'a donné vos coordonnées. Ouais, c'est du réseautage, quoi. Donc j'ai changé un petit peu le format, entre guillemets, parce que on va faire les effets papillons et en même temps, on va rajouter pas mal de débats et de questionnements autour de ces effets papillons qui vont, je pense, faire écho à pas mal de personnes qui sont ou de près ou de loin dans les mêmes situations parce qu'au final, on traverse un peu tous les mêmes choses en tant qu'humains. Ouais. Le premier effet papillon que j'ai remarqué chez toi, c'était parce que du coup, alors, t'étais pas agent immobilier au début. Toi, ton rêve, c'était de devenir hôtesse de l'air, ce que tu as été, C'est ça. chez Air France. Air France pendant 20 ans. Donc la meilleure compagnie. La compagnie. La compagnie. Ouais. Et du coup, un de tes effets papillons, c'est vraiment, je dirais, un peu le rêve de se donner, entre guillemets, pour accéder à tes rêves. Et du coup, tu as eu une carrière de 20 ans. 20 ans. 20 ans. Ouais. Chez, alors, pas total chez Air France. J'ai commencé dans une compagnie que tu ne dois pas connaître qui s'appelait AOM. Non. Donc c'était Air Outre-mer. On faisait beaucoup les Antilles. Et nous, au lieu de dire Air Outre-mer, on disait atterrir ou mourir. Donc voilà. Mais ça, on le disait pas aux passagers, évidemment. Donc c'était ma toute première compagnie. J'ai fait ça 2 ans. Ensuite, je suis allée dans une compagnie d'aviation d'affaires, où là, c'était jet privé. Oh, génial. Ça m'a pas du tout plu. Alors, j'étais très, très bien payée. Moi, ça me faisait halluciner. J'avais 21 ans, j'avais un salaire incroyable. Mais par contre, t'as pas d'équipe. Hein, tu es seul dans l'avion avec les pilotes. Surtout, t'as pas de planning. Donc, en gros, je partais... un client loue un jet privé. Il dit, je pars 2 jours à New York. Finalement, il a envie de rester 15 jours. Il reste 15 jours. Donc... Quand tu as 21 ans, c'est chouette, mais à l'époque, j'étais avec le papa de mes enfants qui m'a dit Sonia, je crois qu'il va falloir que tu arrêtes. Sinon, un choix. C'est toi, c'est moi ou c'est la compagnie. Donc j'ai arrêté et mon objectif de toute manière, effectivement, quand j'ai été hôtesse, c'était d'intégrer Air France et ensuite j'ai intégré Air France. Donc j'ai fait 17 ans à peu près chez Air France. C'est comment chez Air France? C'est incroyable. Ouais, pour moi, c'est marrant. Enfin, alors que je n'y suis plus depuis maintenant 5 ans quasiment, j'en rêve régulièrement. Enfin, je rêve que je suis hôtesse dans l'avion. Souvent, j'arrive en retard. Enfin, c'est un truc un peu bizarre. Mais moi, c'est un métier passion. Donc, j'ai adoré mon boulot. J'ai voyagé dans le monde entier. J'ai rencontré des centaines, des milliers de personnes totalement différentes. Il y a un esprit d'équipe de dingue dans un avion. On ne se connaît pas, l'équipage, on était 15 000. Hein, donc, au bout tu rencontrais toujours des personnes 20 différentes ans, ouais, j'arrivais sur des vols où je connaissais personne.
Donc, et pourtant, on avait une solidarité entre nous. Et souvent, les passagers nous demandaient, mais vous connaissez depuis longtemps? Bah non, depuis 1 heure. Ah, Et et ça en crée fait, directement des liens. ouais, on avait, que je n'ai jamais retrouvé d'ailleurs. C'est peut-être ce qui me manque le plus dans ce métier. C'est cette solidarité entre nous que nous avions qui était incroyable. On se retrouvait à l'autre bout du monde. Enfin, Tu faisais des vols internationaux? Ouais. Ok. J'aimais pas du tout le moyen courrier. Enfin, j'avais pas fait ce métier pour faire des allers-retours Paris-Marseille. Donc voilà. Après, il y en a qui préfèrent. Et du coup, c'est bien cette vie C'est fatigant. d'hôtesse. Moi, la première question qui me vient à l'esprit, c'est parce que du coup, tu as dit juste avant, on y reviendra un peu plus tard, Ouais. mais tu as dit que tu étais déjà mariée à cette époque-là. Tu avais un enfant déjà? Alors, j'ai commencé, j'avais pas d'enfant. Ensuite, j'ai eu mes 2 enfants. J'étais hôtesse. Comment, moi, la première question que je me pose, c'est comment on arrive à gérer pro et perso entre le décalage, le travail, les longs courriers, etc. Comment on gère ça déjà? On le gère pas du tout de la même manière quand on a 20 ans et quand on en a 40. Hein. À 20 ans, faire des nuits blanches, ça me posait aucun problème. 20 ans plus À tard, 40, un peu moins. un peu moins. Je me suis vue parfois faire des soirées, sortir, et puis je rentre, je prends une douche, je mets mon uniforme et je pars en vol. Ça, tu le fais quand tu as 25 ans. plus Aujourd'hui, possible. je meurs. Quoi. Aujourd'hui, mon vol, il n'y a pas Sonia dedans. Donc, de ce côté-là, voilà, c'est l'âge aussi change les choses. La vie de famille, c'est... j'ai divorcé, donc Raté. c'est peut-être compliqué. Donc, Non, mais en tout cas, dans la période dans laquelle, quand tu étais avec la personne, non, est-ce que ça, c'est pas trop compliqué, la distance, Alors, moi, je le vivais hyper bien. J'adorais mon boulot. toi, t'avais la bonne place. Voilà, moi, j'avais la bonne place. Pour ceux qui restent, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que la personne, elle est à la maison, dans le quotidien, elle reçoit les factures, et moi, je suis dans un 5 étoiles à l'autre bout du monde. Donc, parfois... et quand je rentre, je dis que je suis fatiguée. Donc, parfois, ils comprennent pas. Tu te moques de moi, tu es fatiguée. J'ai vu tes photos, tu étais dans un 5 étoiles au bord d'une piscine, tu étais à Rio de Janeiro, tu as fait un vol en hélicoptère, et tu rentres de vol, tu es fatiguée. Donc, voilà. Donc, on dit pas trop qu'on est fatigué, on n'ose pas trop le dire. Faut interdire. Voilà. Mais après, les enfants, moi, j'ai toujours hyper bien vécu, et mes enfants aussi. Enfin, aujourd'hui, ils sont grands, donc on en a parlé souvent. C'est-à-dire qu'ils trouvent que je bosse beaucoup plus aujourd'hui que lorsque j'étais hôtesse de l'air. Et ils ont toujours été habitués à ça. Et en fait, tu as beaucoup de repos aussi. C'est-à-dire que sur mon courrier, j'avais 1 semaine d'affilée de repos. Donc pendant 1 semaine, j'étais chez moi. Souvent, je partais, je récupérais mes enfants pour déjeuner le midi. Je faisais toutes les sorties scolaires. Si bien qu'une fois, je me souviens, je sors de l'école, il y a une dame de l'école, je cours, j'ai pas le temps de lui parler. Je dis, je suis désolée, je suis en retard au boulot. Elle me regarde, elle me fait, mais vous travaillez? Je dis, bah oui, je suis hôtesse. Et du coup, c'est un métier où quand t'es pas là, oui, t'es pas là à 100%, mais j'avais beaucoup de temps quand même à la maison et de temps de qualité où j'étais là pour mes enfants à 300%. Ok. Ouais. C'est quoi parce que ceux qui ont pris l'avion et tout, ils voient très bien le travail d'une hôtesse, etc. Mais j'ai envie de m'intéresser un peu aux choses un peu méconnues. Est-ce qu'il y a des choses que les gens sous-estiment ou du moins ne voient pas ou sont vraiment méconnus en disant c'est aussi ça, hôtesse de l'air? Ça me fait plaisir que tu poses la question parce que ça, c'est quelque chose qui me frustrait beaucoup lorsque je faisais ce métier. C'est un métier qui est, en tout cas, moi, j'ai trouvé qu'il a toujours été hyper bien considéré. Voilà, alors ça change peut-être avec les années, mais j'ai toujours eu des passagers, enfin, les gens... aux États-Unis, par exemple, il paraît que c'est un métier qui c'est pas terrible, quoi. Après, j'ai un peu l'impression que c'est aussi selon la compagnie, non? Peut-être aussi. C'est vraiment oui. très subjectif ce que je dis. Oui, parce que ça va faire râler certaines personnes de certaines compagnies, parce qu'il n'y a pas qu'Air France. Non, mais on fait tous le même métier. Tout le monde fait le même métier, mais c'est comme agent immobilier. Tout le monde est agent immobilier, mais on fait pas agent immobilier dans les mêmes. On visite pas les mêmes maisons. Aussi. Et tu vois, Air France, c'est quand même une compagnie. C'est le fleuron national, enfin pour voilà, moi. Après, c'est ça, je le pense aussi. Ouais. Et je suis pas chez Air France, mais c'est vrai que c'est quand même exceptionnel que ce soit la qualité des avions, la qualité du service, etc. Je suis pas sûr que ce soit la même chose chez EasyJet. Chez EasyJet, déjà tu payes ton sandwich. Fait chier. D'ailleurs, c'est très cher. Il paraît. Il faut arrêter. Et c'est pas bon. Et c'est pas bon, c'est pas bon et c'est très cher. Franchement, c'est chiant.
Mais qu'est-ce qui est un peu méconnu ou un peu sous-estimé? Donc pour moi, le point le plus important, c'est qu'au-delà, on a un métier de service. Donc évidemment, c'est d'accueillir les gens, de les servir à bord, etc. Mais le plus important, c'est qu'on est dans un avion à 10 000 mètres et il y a toute une notion de sécurité. Et ça, les gens ne le réalisent pas, sauf le jour où il y a un problème. Heureusement, il n'y a pas de problème très souvent. Mais nous, on était formés, moi pendant 20 ans, tous les jours, j'étais formée pour parer à toute situation dans un avion. Les malaises, les incendies, les malaises, les les morts. incendies, s'il y a une évacuation, les morts. On en a parlé, on va en reparler. D'ailleurs, aparté du coup. Vas-y. T'as jamais eu ça? T'as jamais eu de mort dans un avion? Si, C'est vrai? une fois, ouais. Ah, incroyable. Ouais, Enfin, là, incroyable, non, c'est, mais wow. Bah, tu sais qu'il y a les statistiques de mémoire, c'est 7 à 8 morts par an dans les avions d'Air France. Ah ouais? Ouais, mais sur la quantité de personnes que la compagnie transporte. Tu peux nous raconter comment c'est passé? Ouais, c'est pas fait. Enfin, c'était dur. En fait, donc tu sais, sur long courrier, il y a un moment, bah, on se repose, on a des couchettes. Donc il y a la moitié de l'équipage qui veille, l'autre moitié qui se repose. Donc moi, je me reposais et je me réveille. Et ça, c'est souvent à ce moment-là. J'adorais mon métier, mais à ce moment-là, quand je me réveillais d'une couchette, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Et il est dur le réveil? Éclaté. Parce En qu'il plus, c'est pas des est. sommeils hyper réparateurs. Bah non, en fait, tu dors très peu. Tu fais une sieste, quoi. C'est ça, il est 4 heures du matin, donc tu n'as absolument pas envie de te lever. Et quand tu sors, en fait, moi, peut-être comme ça, tu passes aux toilettes, tu te maquilles, mais parfois tu as un passager qui arrive et qui te dit je pourrais avoir un coca? Et tu as envie de dire non, laisse-moi tranquille, mais tu peux pas. Donc voilà. Et ce jour-là, donc, je sors du poste repos, donc la tête à l'envers, et j'ai une dame qui me montre son bébé. Sans me parler. Donc, je dis, il est mignon, enfin, je comprends pas. Et puis, laisse-moi passer. Et en fait, je vois à sa tête qu'il y a quelque chose, mais je comprends pas. Et en fait, donc on est formé et entraîné, mais dans ta tête, tu t'attends, si demain tu as un mort dans un avion, tu imagines un vieux monsieur ou une vieille dame qui a 80 ans, mais tu n'imagines pas un bébé ou un enfant. C'était le bébé qui était décédé? Le bébé. Et en fait, la dame, je pense qu'elle était en état de choc, si bien qu'elle ne me disait pas un mot. Donc, je ne comprenais pas ça. Je sais pas. Elle a juste fait ça? C'est ça. Elle m'a tendu son bébé, sans me dire rien. Et pour moi, c'était pas imaginable que cet enfant soit mort. Donc, je pourrais pas te dire combien de temps ça a duré pour le temps que ça me monte au cerveau. Mais je finis par comprendre qu'il y a un problème avec le bébé et je comprends qu'il ne respire plus. Et là, bah, tu paniques pas parce que, et c'est là la force d'Air France et toutes les compagnies, parce que, enfin, pas toutes, mais en tout cas, en France, je pense que les compagnies sont bien formées. Tous les ans, tu as des contrôles, etc. Enfin, tu t'entraînes, tu as des gens du C'est SAMU, hyper réglementé. des pompiers qui t'apprennent à la réanimation cardiaque sur un adulte, enfin sur des mannequins, adultes, enfants, etc. Et comment dirais-je, donc du coup, je pense que c'est cet entraînement, et j'ai parlé avec d'autres personnes qui ont notamment quelqu'un où il y a une sortie de piste à Paris ou c'était au Canada, à Toronto, je crois. Et on est tellement formé que tu fonctionnes en mode robot. Tu réfléchis, t'as pas l'affect. Là, c'est vraiment les. Ouais, alors, qu'est-ce que coup, la procédure? Voilà, procédure. Qu'est-ce que je dois faire? Donc la première chose, c'est que évidemment, tu dois réanimer, mais en même temps, tu dois prévenir le poste de pilotage. Donc, je chope une collègue en lui disant. Mais il y a du monde autour, non? En fait, vol de nuit, tout le monde dormait. Donc les gens la plupart de l'avion, enfin quasiment personne dans l'avion ne s'est rendu compte de rien parce que donc on s'est mis entre deux cloisons au niveau des portes. Les gens dormaient. Il y avait cette dame, donc elle avait un autre enfant qui a dormi tout le long, qui s'est rendu compte de rien, qui s'est pas réveillé. Et moi, je chope une collègue et donc on commence la réanimation. Et autant dans un avion, on a un défibrillateur sur un bébé à l'époque, en tout cas. Après, ça a été autorisé à partir d'1 an. Mais à l'époque, on ne pouvait pas utiliser le défibrillateur. Donc, on le fait à la main, manuellement. Donc, tu as très peur sur un bébé parce que c'est avec 2 doigts. Ouais, tu peux lui péter les... Ouais. Mais après, on te dit toujours, un médecin te dira toujours, vaut mieux faire quelque chose et péter des côtes que un bébé. Bon, bref, on fait le truc, mais vraiment, en fait, je comprends que... En tout cas, j'ai l'impression que l'enfant est mort depuis un petit moment. Et donc, tu fais, mais toi, tu n'as pas le droit d'arrêter tant qu'un médecin ne t'a pas autorisé à arrêter. Donc, en parallèle, quelqu'un s'occupe du poste de pilotage, le poste de pilotage appelle le SAMU, en fait, par radio. Et en même temps, on appelle un médecin s'il y a un médecin à bord. Donc, et là, il y a un monsieur qui est devant nous, qui se met devant nous, qui regarde. Et l'hôtesse, je pense, dans l'autre hôtesse qui était avec moi, dans le choc du truc, elle hurle sur le gars en disant, mais dégagez, mais cassez-vous.
Et moi, je regarde, et pareil, il parlait pas, il regardait, quoi. Et, Personne parlait dans cet avion. non, personne parlait. Moi, au moment, je commence à réaliser, je dis, mais je crois que c'est le papa. Oh, En fait, merde. j'avais pas capté que c'était la dame. Et en fait, elle m'écoutait pas, et elle continue de hurler dessus. Et il a fallu que je la tienne. Enfin, Ouais, tout le monde était arrête, ouais. c'est le père, quoi. On lui hurle pas dessus, c'est le père. Bon, bref, donc on continue. Le médecin arrive, et en fait, l'enfant est décédé. Enfin, je te la fais courte. L'enfant est décédé. La dame, et c'est horrible parce que sa maman... Enfin, pour moi, ça a été le plus dur. Sa maman me regardait, et elle m'a jamais parlé. En fait, j'ai pas le souvenir d'avoir entendu finalement le son de sa voix, parce qu'elle me regardait juste avec le regard, elle me disait « alors ?» Et alors, et moi, pareil, je parlais pas, et je faisais non de la tête. Enfin, franchement, c'était... ça me met des frissons. Mais tu m'as dit, du coup, bon, c'est un bébé, malheureusement. Si c'est un adulte, Ouais. Je rigole parce que je sais à quoi tu penses. on le met où? Alors, si c'est un adulte, s'il est mort, il est mort. Enfin, en gros, t'es au-dessus de l'Atlantique. Ouais, tu peux pas détourner nulle part. Et puis, ça sert à rien de détourner. De toute façon, il est mort. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Tu le mets où? Tu le mets dans les toilettes. C'est vrai, en plus. Ça, c'est vraiment ce qui a marqué chez Air France, enfin, dans les compagnies. C'est la procédure. C'était, s'il est décédé, le mettre dans les toilettes. On le met dans les toilettes. Et on ferme la porte. Ouais, on condamne la toilette et on le met dans les toilettes. Donc c'est un peu glauque. Mais donc à l'époque, la procédure, c'était donc ça. Et si, par contre, les gens ne se sont aperçus de rien, ce qui est peu probable quand même, mais que les vols de nuit, tout le monde dort, les gens ne se rendent compte de rien, on lui met un masque de repos, des boules caisses, je dors, petite couverture. T'imagines, t'es à côté, t'es le voisin et le mec ne se réveille pas. jamais, même à l'atterrissage. Mais franchement, il adore l'avion. Laissez-le dormir. Voilà. Quelle horreur. Bon, on va parler d'une chose un peu plus gaie que les morts. Il y a une autre chose, moi, qui m'a toujours dans le fantasme, dans l'imaginaire de l'aviation. Est-ce que t'as déjà surpris des couples Ah bah oui, plein. Plein. Bah oui, ça arrive hyper souvent. Ah ouais. Ça arrive hyper souvent. Je pense à... Alors déjà, la première chose, c'est que donc vol de nuit, parfois je fais des vols de 10-12 heures. Autant dire, donc ça je le dis pour les gens qui font ça dans l'avion, quand nous on repère ce genre de choses, le premier truc qu'on fait, c'est qu'on le dit à tout l'équipage. Tiens, va voir le 23B, 23C, va voir. Plus drôle aussi, c'est que parfois, tu as des gens que tu as repérés qui ne se connaissaient pas dans l'avion et qui se retrouvent dans l'avion. Qui matchent dans l'avion. Qui matchent dans l'avion. Ou une fois... C'est vrai ça? C'est pas une légende urbaine? Ah non, c'est pas du tout une légende urbaine. Non. Deux passagers qui sont l'un côte à côte, qui se connaissaient pas et voilà. Incroyable. Et paf. Et paf. Et dans le vol de nuit, il se passe beaucoup de choses. C'est vrai. Et nous, on voit tout parce que nous, on a l'obligation, pour des raisons de sécurité, de faire des rondes régulières. Donc et puis on observe, on regarde les gens. Enfin, voilà, c'est notre rôle. Du coup, on voit tout. Tu risques des choses en vrai? C'est plus bon. Arrêtez, vous êtes chiant. Est-ce que c'est considéré comme quelque chose de grave dans l'aviation? Non, alors non. Nous, ça nous fait rire. Oui, c'est marrant. Nous, ça mais nous occupe. Tant que c'est gentil, quoi. Tant que c'est pas. Tant que c'est gentil, mais par contre, j'ai eu une fois, là, par contre, c'était moins drôle. Pareil, couple qui. Pardon, je sais pas si j'ai le droit de dire ça sur un podcast. On a tous les droits ici. Je vois donc monsieur assis, et puis il y a sa femme avec la couverture sur la tête. Sauf que là, on va commencer le service du petit déjeuner, donc deuxième service avant l'atterrissage. Donc on allume les lumières. Ouais, c'est ça. Donc on rigole parce que ça nous fait rire. Voilà, ça nous, franchement, pas très grave. Par contre, on leur dit bon, ça y est. Là, par contre, il va falloir arrêter parce qu'on a allumé les lumières et qu'on va faire le service, etc. Sauf qu'ils n'arrêtent pas. Donc on leur dit une fois, deux fois, le mec il se marre. Enfin, c'était assez indécent. Ah ouais, il était ok. Ah ouais. Et puis elle, toujours sa tête sous la couverture. Donc du coup, une fois, deux fois, trois fois, donc on s'est fâchés en leur disant par contre là, faut arrêter parce qu'il y a des familles qui se réveillent, il y a des enfants, les gens autour voyaient ce qui se passait. Et hyper à l'aise. Hyper à l'aise. Ah ouais, pas de problème. Okay. Ils ont eu la police à l'arrivée. On a atterri pour atteinte à la pudeur et la police est venue les arrêter à la sortie de l'avion. Mais sinon, des dizaines et des dizaines de fois où c'est arrivé, tant que c'est discret, ça nous fait rire. Ça fait des anecdotes à raconter en podcast après. Ouais, exactement. Mais je dis surtout ceux qui pensent qu'ils ne se sont pas fait griller,
Ils se sont fait griller. Ils se sont fait griller. On a fait un peu le tour des questions autour de l'aviation. Ouais. Et ce qui est marquant dans ton parcours, c'est qui est un effet papillon qui va arriver là, c'est le fait de tout quitter par amour. On va revenir plus tard sur l'amour, parce que c'est un sujet qui est hyper intéressant. Mais du coup, pour comprendre la transition vers l'immobilier, il faut qu'on passe un petit peu là-dessus rapidement. Toi, t'as aucun souci à sauter dans le vide comme ça parce que du coup, pour rappeler les faits, du coup, ça fait 20 ans que t'es dans l'aviation, t'as un bon poste, tu kiffes ton taf, tout va bien, etc. Toi, t'es marié avec des enfants. Et du coup, là, la question se pose d'arrêter pour la personne avec qui t'es et aller vers un autre métier. Ça fait pas peur le saut dans le vide comme ça? À l'époque, pour la petite précision, donc j'étais avec le papa de mes enfants, avec qui je m'entends très bien, et ensuite j'ai rencontré quelqu'un d'autre. En fait, j'ai divorcé et j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Je fais un business plan pour créer une société, et en fait, je me rends compte que il y a un manque, en tout cas à l'époque, c'est ce que je considère qu'il y a un manque en termes de location de mobilier. En tout cas, il n'y avait pas un large choix de mobilier événementiel. Et donc, je fais un business plan là-dessus pour de la location de mobilier événementiel pour des événements professionnels. Et donc, j'avoue, j'y ai vraiment travaillé, donc c'était plutôt cool. Et la personne avec laquelle j'étais, qui n'était pas du tout dans ce milieu, est quand même actionnaire de cette société, mais c'est moi qui gère tout. Et donc, je crée cette société et je quitte Air France. Voilà. C'est à ce moment-là que je quitte Air France. Et tout ça pour dire que donc, je crée cette société d'événementiel à l'époque. Donc, je suis très fière de moi. Je suis très contente de mettre en œuvre ce projet. Et, surtout quand on crée une société ou quelque chose de service ou de nos propres mains, de notre cerveau, etc. C'est tellement valorisant. Bah, c'est ça. Tu sais, le 1 euro, même si tu récupères 1 euro, dans ta tête, ça fait 1000 euros, tellement ça sort de toi et t'es hyper heureux ce n'est que grâce à moi. Ouais. Donc, et ça, c'est chouette. Et du coup, voilà, je crée un site internet. Je suis très fière de mon site internet. Mais en plus, je pense que vraiment, ça aurait cartonné l'histoire. Parce que je m'étais rendu compte que souvent, les trucs événementiels, je te dis une bêtise, tu loues une tasse, leur site internet, tu avais un fond blanc. Et moi, en fait, tout le mobilier que j'avais, je le mettais en scène, en fait. Et à l'époque, ça se faisait pas beaucoup? Ça se faisait pas, non. Ça se faisait même. Donc, du coup, les gens se projetaient plus. Et du coup, voilà, l'idée, c'est que les gens se projettent. Enfin, bref, j'avais fait vraiment un super site internet. Et je viens à peine je suis pas encore prête. J'ai créé le site internet. Mes statuts société sont créés. J'ai un gars pour la logistique, justement, pour pouvoir déplacer le mobilier, événements, etc. Mais franchement, j'ai rien. Et ça fait à peine 3 semaines que mon site est lancé, que j'ai un appel, un message. Bonjour, c'est L'Oréal. On voudrait un devis pour le défilé L'Oréal à Paris. Et là, je me dis, ok, c'est un pote qui me fait une blague, quoi. Franchement. Relou la blague, mais. Ouais, c'est pas cool. Mais je n'y crois pas. Mon site, ça fait 3 semaines qu'il est en ligne. Donc franchement, je n'y crois pas. Puis généralement, les grosses marques, on pense qu'elles ont déjà leur catalogue avec tous leurs fournisseurs, tous leurs partenaires. Et pour rentrer dedans, c'est impossible. Et du coup, quand même, je me dis, je vais rappeler, on ne sait jamais. Je rappelle et je me rends compte que le truc est très sérieux, quoi. Donc, je fais un devis, je suis hystérique, je suis hyper contente. Donc, c'est défilé L'Oréal à Paris, je ne sais plus en quelle année c'était, sur une péniche, il y avait Eva Longoria, etc. Et il valide mon devis. Je crois que je l'avais vraiment pas fait cher parce que je voulais vraiment le truc, Je voulais L'Oréal. Je voulais L'Oréal. Donc, premier événement, c'est la classe, quoi. Bah, clairement. Bon, après, j'étais un peu déçue parce que hyper confidentiel, donc tu n'avais pas le droit de communiquer. Je pouvais pas montrer Eva Longoria sur mon fauteuil, tu vois. Et je suis pas du tout organisée, surtout. Donc là, je dois aller à Paris. J'ai pas de camion floqué. Enfin, je m'étais dit, ça prendra le temps que ça prendra. Je le ferai au fur et à mesure. Et j'arrive donc à 5h du mat. J'avais embauché le fils d'une copine. Je lui avais fait des t-shirts au nom de ma boîte avec des copains lui pour porter, etc. Et je loue un pauvre camion Leclerc. Et je dis ça parce que quand on arrive, il y avait évidemment tous les autres prestataires, traiteurs, fleurs, qui avaient des camions magnifiques. Pimpés avec le nom et c'est tout. C'est ça, un truc hyper beau. Et moi, Leclerc, quoi.
Et j'avais dit Sponsor Leclerc. C'est ça. Et j'avais dit à celui donc, qui s'occupait de la logistique avec moi, j'ai dit garde-toi au fond là, je suis discret. Et en fait, à la fin de l'événement, donc moi trop fière d'avoir fait ça, je demande à la personne avec qui j'étais en relation, en lien avec L'Oréal, et je pose la question, j'ai écouté, merci d'avoir pensé à moi. J'en suis très heureuse, mais je suis un peu surprise parce que je pensais justement qu'à Paris, il y a moult sociétés qui proposent ce que je fais, et pourquoi moi du coup? Ça m'a intéressé d'avoir ce retour. Et il m'avait dit à l'époque, parce que vous, en fait, nous, on a une assistante qui cherche pour les événements, qui regarde des sites internet, voilà, qui fait une recherche classique sur internet. Elle est tombée sur votre site internet et elle a trouvé ça super. Donc que ça vienne de Bordeaux, de Paris ou d'Allemagne, on s'en moque. Tant que nous, ça. Et voilà. Et donc j'ai fait ce premier événement qui a finalement été le seul. Ouais, le seul. Elle a duré combien de temps ta boîte? 6 mois. 6 mois, parce que je me suis séparée. En fait, ça s'est très mal passé. Je me suis séparée et ça a été très, très, très compliqué. Et donc, je rappelle qui était actionnaire dedans. Et puis, moi, j'ai eu une période qui a été très difficile psychologiquement. Voilà. Et c'est à ce moment-là où tu te dis, mais Sonia, tu es la reine des idiotes. Qu'est-ce que t'as foutu, quoi? Qu'est-ce que t'as fait, quoi? Tu as quitté un poste dans lequel tu étais salarié pendant 20 ans, où tu gagnais plutôt pas trop mal ta vie. Pour finalement pour rien. J'ai plus de boulot. Plus de mec. Plus de mec. Et ça, c'est pas grave. Bon, ça se trouve, mais... plus de boulot, plus de mec, et 2 enfants à charge. Et là, ça a été, je pense, avec du recul, la période la plus horrible de ma vie, vraiment. Parce que t'as peur, en fait. T'as très, très peur. Et j'avais plus de 40 ans. Enfin, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Comment enfin, pour retrouver un salaire, en tout cas à minima, de ce que je gagnais chez Air France. Voilà, moi, j'ai pas bac plus 40. Donc, franchement, j'ai eu très peur. Bon, on va aller dessus sur l'effet papillon autour de l'amour, etc. Mais on parlera de l'immobilier après. Mais du coup, c'est quoi le ressenti comment... Déjà, première question, c'est tout quitter par amour. Ne faites jamais ça. Surtout pas, jamais. Tu vois, j'ai eu ce débat avec une amie ce matin, en préparant le podcast, tu vois, on parlait de ça justement. Et du coup, on se disait, est-ce que c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose? Elle trouve qu'il y a un côté toxique dans le fait de tout quitter par amour. Bien sûr, ouais. Et j'ai du mal à le comprendre, mais en fait, c'est juste qu'on n'est pas d'accord sur tout quitter par amour, qu'est-ce que ça signifie? Après... tu trouves que c'est toxique de tout quitter par amour? En tout cas, je trouve que c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose parce que la vie t'apprend que malheureusement l'amour, tant mieux si ça dure toujours, mais c'est pas, voilà, preuve en est, enfin les stats sont là, hein, c'est pas souvent le cas. Ça existe et tant mieux, mais et juste par ce principe du fait que ça dure pas toujours. Est-ce que c'est une bonne chose? Toi, notre podcast finalement, il est peut-être un peu tôt parce que j'ai pas encore ce recul nécessaire pour te dire finalement est-ce que j'ai bien fait ou pas bien fait. En tout cas, je regrette d'avoir pris cette décision par rapport à cette personne. Mais au final, si cette personne n'avait pas été là, jamais j'aurais quitté Air France. Mais est-ce que j'ai pas le recul encore aujourd'hui? Mais je pense que c'est pas sain. Faut pas quitter. Dans un épisode 2 peut-être. Voilà, épisode 2 dans 5 ans. Je pense qu'il faut pas faire les choses pour les autres en fait. Ne quitte pas tout par amour. Si tu quittes quelque chose, fais-le avant tout pour toi. Fais-le. Alors quand même, j'en mets les choses en place. Je l'ai fait aussi pour moi à l'époque, tu vois. Je te disais. Mais il y avait beaucoup de parce que c'était il n'aurait pas été là, je l'aurais pas fait. Voilà. Jamais. Il n'aurait pas été là, je n'aurais jamais quitté. Mais est-ce que avec du recul, même si il en faut, tu vois, et peut-être que c'est trop tôt, on ne sait pas. Parce que ça fait quoi? Ça fait 4 ans, 5 ans? Ça va faire 5 ans. Ouais. 5 ans. Moi, par exemple... Non, ça fait 5 ans. Ouais, ça passe. Ouais, 5 ans. Moi, par exemple, tu vois, il s'est passé des choses plus ou moins compliquées, que ce soit professionnelles ou personnelles, dans mon passé, etc. Et malgré tout, j'essaie toujours de trouver un truc positif à ça. Et je me dis, finalement, tu vois, si ce décès est intervenu, si ce problème est intervenu, si cette boîte n'a pas fonctionné, si cette rupture a été faite, s'il y a eu ça, s'il y a eu ci,
c'est au final pour me montrer tu sais, jusqu'où je peux aller, comment je me débrouille, comment je me relève de ça, comment je monte. Tu vois ce que je veux dire? T'as raison. Enfin, je partage C'est dur, hein. totalement. Non, je dis pas que c'est Mais hyper facile. sur Hein. le moment, en fait, tu penses pas. Sur le moment, j'ai juste Mais envie, c'est c'est de me après. tirer une balle. Mais, Ouais, c'est ça. Mais après, avec un peu de recul, je me dis, ouais, tout a sa raison putain, d'être. j'ai quand même réussi à remonter la pente après ça, après, Ouais. après ces événements difficiles. Je me dis souvent, je suis content parce que je peux encaisser et je peux quand même me relever, tu vois, je suis quand même solide. Mais Moi, c'est ce que je exactement. me dis, tu vois. Et non, après, j'ai pas vécu le fait de tout quitter pour quelqu'un de cette façon-là et tout, tu vois. Mais dans des événements un peu compliqués, j'essaie souvent de me dire ça pour, on va dire, atténuer la douleur que ça peut Mais être. t'as raison. Et c'est comme ça que tu rebondis, que tu te relèves plus vite. C'est ce qu'il faut faire. Mais c'est vrai que quand t'es, Là, en tu n'y tout arrives pas cas, encore? dans le feu de l'action à ce moment-là, et je vais être franche, j'ai eu une période d'1 an. Parce qu'au-delà de ça, la rupture a été, bref, compliquée. Très difficile. Du coup, enfin, j'ai quitté la personne, mais ça a été vraiment, c'était chaud. Long, chiant. Ouais. Et du coup, j'ai eu une période d'1 an où j'ai vraiment eu du mal à repartir. Vraiment, 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 À vraiment. te relancer. À me relancer, à me dire qu'est-ce que je fais de ma vie, comment, pourquoi. Et je suis aussi transparente avec toi. Ce qui m'a évidemment largement motivée, c'est mes enfants, C'est quoi. dégueu, ça. J'ai Ouais, pas le choix. logique. J'ai 2 enfants, donc Sonia, en fait, Ouais, on peut pas rester sur le canapé et rien faire, quoi. non, Sonia va falloir te bouger, va falloir réfléchir à Puis ta même, t'es un vie. exemple pour eux. Donc, Mais oui. il faut. Et là, tu vois, aujourd'hui, enfin, je pense, mais je pense qu'ils sont fiers de justement parce qu'ils l'ont vécu aussi, malheureusement, hein, cette période qui a été compliquée. Et j'ai pleuré. Ouais, c'est horrible. Séquence émotion. Non, bref. Parle d'autre chose. C'est horrible. Non, pas de souci, pas de souci. Mais c'est vrai que moi, du coup, pour bondir un peu, moi, je vois ma mère sur des événements, tu vois, qui ont été compliqués ou quand j'ai perdu mon père, etc. On a eu une période très compliquée où on était down, etc. Tu vois, mais le fait de la voir aussi combattante et tout, je me Ouais. dis waouh. Bah, c'est ça. Et en fait, du coup, je, je la mets déjà sur un piédestal, ma mère, tu vois. Mais quand je vois ça, et tout ce qui a été fait, le travail, etc., qu'elle a accompli, et les 18 Everest qu'elle a monté pour en arriver jusqu'où elle est maintenant, pour remonter la pente et tout, c'est Bah, c'est c'est guerrière. ça. Et Et du puis, coup, l'image que j'ai d'elle encore, enfin, c'est... mm. Mais oui, oui, c'est. Et tu vois, finalement, comme tu disais, tout a sa raison d'être, etc. Et aussi, ça a été dur, donc pour moi, je pense que ça a été dur pour eux, mais au final, c'est quelque part, bah, c'est dans les échecs et dans les erreurs que tu apprends. Enfin, mes enfants, je pense que enfin, en tout cas, j'essaie de les préserver un maximum de plein de choses. Mais eux aussi ont pu constater que bah, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Tu vois, on est Ah bah, parti, on avait une belle maison, on s'est retrouvé dans un petit appart. Euh, c'est, mais de se dire que tout n'est pas acquis, que tout n'arrive pas comme ça, voilà, et que quoi qu'il se passe, ça peut repartir, quoi. Et je trouve, enfin, je sais pas si j'aurais préféré leur éviter cette période-là, mais en même temps, bah ça, je pense que ça a aussi forgé clairement, leur caractère et leur trajectoire future. Tu vois ce que clairement, je veux dire? c'est sûr et certain. Donc, est-ce que c'est un effet papillon pour eux aussi pour le futur? Je sais pas. Bah, je pense parce que tu vois, je pense que si ça si ça n'était pas arrivé dans mon cas, tu vois, j'aurais été très, très, très. Je le sais, tu vois. Moi, j'aime bien des fois me faire l'imaginaire d'eux, même si on sait jamais ce que ça aurait été vraiment. Mais si rien ne s'était passé comme là, je pense que j'aurais été très différent de ce que je suis aujourd'hui et je serais peut-être pas ici. Ouais. Je ferais peut-être pas ça. J'aurais peut-être pas la carapace que j'ai et peut-être que j'endurais beaucoup, enfin je pourrais endurer beaucoup moins. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Donc au final, tu vois, même sur ça, je suis quand même pas content, tu vois, parce qu'évidemment, j'aurais aimé que ce soit différent. Mais je suis OK avec le fait que ça m'a forgé et que je suis content de ce que je suis devenu grâce à ça, tu vois. C'est ça. Et je dis, pour moi, en tout cas, tes réussites, souvent, enfin, viennent de tes échecs. Oh, ben, Enfin, clairement. tu vois. Moi, j'apprends beaucoup plus quand je fais des conneries Voilà. et quand je me dis putain là, j'ai pas été bon, plutôt que oui, bon, j'ai réussi ça et j'ai eu ça, oui, c'est trop bien, mais
t'as pas trop de recul, tu vois, finalement, sur ce que tu fais. Alors que quand tu fais un échec et que tu fais de la merde et que Tu n'as pas le choix que de t'as faire pas mieux. le choix, et du coup, ça te remet un peu en... Tu dézoomes un peu la situation, tu te fais, bon, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire, qu'est-ce que je ne ferai plus à l'avenir, etc. Et du coup, ça mène un petit peu au troisième effet papillon, c'est ta rentrée dans l'immobilier de luxe. Mhm. Parce qu'il y en a des choses à dire là-dessus. Toi, du coup, la boîte se ferme, il y a eu le Covid, rupture compliquée, etc. Tu te relèves. Ouais. Il faut faire quelque chose, il faut travailler. Ouais, exactement. L'immobilier arrive. Mhm. Et du coup, chose originale, c'est que tu te diriges chez Kretz. Alors non, Ah, il y a une comment ça se transition. passe? En fait, déjà, au départ, l'immobilier, ça ne m'intéresse absolument pas. Dans le sens où j'avais donc une mauvaise image de l'immobilier. On y reviendra de ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses à dire là-dessus? Moi, en tant que cliente, tu as toujours l'impression de te faire arnaquer par l'agent. Tu as l'impression que de toute manière, il te mente. Enfin bref, pas bonne image. Donc, franchement, ça ne m'intéresse pas. Sauf que j'ai eu cette proposition. Et donc, je commence en fait dans une petite agence, qui faisait de l'immobilier haut de gamme, mais qui n'était pas très connue. Au bout de 2 ans, la directrice d'agence me dit ah, t'as vu une série qui s'appelle L'Agence? Donc, non, j'ai pas vu la série. Bref, et puis un week-end, je te la fais courte, un week-end, je regarde cette fameuse série, je dis ah, pas mal. Et je contacte. Donc pour ceux qui sont pas au courant, même si je pense qu'il y en a peu quand même, l'agence, du coup, qui est une série Netflix un peu inspirée de Selling Sunset, où c'est une famille, donc c'est un peu mi-télé-réalité, mi-immobilier aussi, hein, où on voit du coup les 3 enfants avec... ils sont 4. 4 enfants avec le couple. Euh, donc on les voit un peu dans l'intimité, avec la grand-mère, les trucs, les petites histoires, les petites querelles de famille et tout, et les mariages et compagnie. Et du coup, l'immobilier de luxe avec des villas, C'est ça. des appartes, des maisons tout aussi incroyables les unes que les autres. Ouais, exactement. Et donc c'est à ce moment-là que l'agence arrive sur Netflix en France et qui fait un carton. En tout cas, la première saison, après, j'ai pas trop fait attention, mais c'est vrai que la première saison, elle fait un carton parce que c'était un peu nouveau. Alors moi, en je France, l'avais pas vu, donc j'ai découvert lors de la deuxième saison. Ok. Voilà. Première fois que Donc je vois du un coup, tu épisode, découvres ça. je découvre ça et je trouve que le principe est plutôt sympa. Qu'est-ce qui t'a plu là-dedans? Le fait que ce soit une famille, je trouvais ça chouette, justement avec un esprit bienveillant. Et ensuite, évidemment, les biens qu'ils proposaient, etc. Ils sont Moi magnifiques. qui faisais du haut de gamme, en tout cas dans l'agence dans laquelle j'étais, j'avais envie de poursuivre là-dessus. Et surtout, en fait, après, c'est stratégique. C'est que j'ai évidemment, à la fin de la série, regardé un peu sur Internet et checké ce qu'ils faisaient. Et je voyais que c'était en plein essor et qu'il n'y avait absolument personne sur Bordeaux. Donc, concrètement, c'est vraiment ça qui m'a... Oui, c'est arrivé d'un coup. Parce Ouais. que l'agence, c'était du coup Paris et C'est Netflix. ça. Et ensuite, ils se en sont 3 mois, développés. je crois que, franchement, je te jure, en 3 mois, on a vu débarquer tout, tu sais, sur Instagram. Oui, plein de régions. Crête Bordeaux, Crête Pila, Crête truc, Crête Ouais. Côte d'Azur, Crête... Oui, c'est ça. d'un coup, ça a popé. Ouais, c'est à peu près ce qui s'est passé, parce que moi, la première année de mémoire, on était 30, l'année suivante, on était 70. Ah, ça... Donc, et donc, moi, ce qui m'intéressait parce que évidemment, je croyais au truc, et ce qui m'intéressait, c'est qu'il n'y ait personne sur ma région. Donc, je les ai contactés. Et du coup, j'ai intégré l'agence. C'est bien passé l'entretien? Comment ça se passe Ouais, pour très bien. rentrer dans... Bah écoute, c'était très cool. Donc, je sais pas si dans la série, ils ont un hôtel particulier. Il n'y a pas d'agence physique. Ah oui, c'est leur maison. C'est leur maison. Donc, ils m'ont proposé l'entretien chez eux. Et c'était drôle parce que l'entretien se passe hyper bien. Ok. Enfin, après, encore une fois, j'ai 47 ans. Donc, quand j'étais pas stressée, tu vois, à Air France, j'ai pas dormi pendant 5 Oui. jours, quoi. Là, je me suis dit, bon, bah, on va voir. Enfin, ça m'a pas inquiété outre mesure. J'y suis allée un peu Cool. comme ça. Ouais, très cool. Ouais. Et du coup, c'était un échange. Et puis après, on est adulte. Oui, je pense que si tu as 25 ans et 40 ans, tu n'as pas les mêmes expériences, le même truc, le même stress. Façon de voir les choses. Et puis, il y a aussi quand même important, dans l'immobilier, la plupart des gens, on est à notre compte, on n'est pas salarié. Moi, j'ai mon entreprise, je suis à mon compte. C'est des agents co. Donc, exactement. Donc, du coup,
Du coup, je sais pas, c'est ce qui fait que tu n'as pas de pression, mais voilà. Bon, bref, donc l'entretien, je sens que ça se passe franchement très bien. Et puis à la fin, ils me disent, bah tiens, tu restes déjeuner avec nous? Je dis, bah ouais, c'est sympa. Et donc, je suis restée déjeuner avec eux et on a mis la table ensemble. C'était drôle. Voilà. À la bonne franquette, au Voilà, final, trop cool. Donc, l'entretien s'est passé comme ça. Ok. Donc, tu intègres l'agence. Mm. Comment ça se passe quand y a tout à faire? Bah écoute, il y a tout à faire. Parce que c'est quoi? C'est toi qui te débrouilles pour trouver les biens? Tout à fait. Ouais. C'est quoi? C'est Ah ouais, démarchage, tu regardes un peu partout, Alors, porte à porte, contact? non, alors porte à porte, comme j'avais mon expérience dans l'immobilier d'avant, bah, j'en faisais pas trop. Je commençais déjà à avoir un petit réseau. J'avais déjà commencé à développer Instagram, etc. Donc en fait, j'ai pas fait. Finalement, quasiment jamais fait de porte à porte. Et je vais te dire, c'est vraiment la chose qui me déplaît dans ce métier. J'aime pas du tout. C'est vraiment que du réseau, toi? Ouais, c'est qu'aujourd'hui, je fais pas du tout de démarchage, ni téléphonique, ni de porte à porte. Et je trouve que c'est pas trop adapté au luxe. En tout cas, c'est mon avis. Comment tu distingues un bien classique d'un bien de luxe? À partir de quoi un bien est luxueux? Alors, c'est propre à chacun. Tout le monde a sa définition. Pour moi, c'est pas une question de prix déjà. C'est-à-dire que tu peux avoir un très beau studio avec c'est des matériaux, ça va être la qualité, ça va être l'architecture du bien. J'ai eu un petit studio, tu vois, à moins de 400 Tu peux avoir un 000 €. studio luxe? Bien sûr. Ok. Oui, bien sûr. Et à côté de ça, tu peux avoir le château incroyable. C'est plus une question, pour moi, de prestation. Plutôt, c'est pas une question de prix. Voilà. En tout cas, c'est mon avis. Après, la Après, il y a prestation aussi, fait le prix. voilà, la prestation fait le prix. Et puis après, il y a aussi un distinguo aussi entre le haut de gamme et le luxe. Le luxe, ça va être quelque chose d'exceptionnel que tu vois pas tous les jours. Le haut de gamme, il y a aujourd'hui à Bordeaux. Toi, il y a quoi? Il y a haut de gamme et luxe, c'est ça? Pour moi, voilà, il y a un distinguo entre haut de gamme et luxe. Et encore une fois, je trouve que c'est assez propre à chacun parce que tout le monde a son petit avis sur la question, quoi. Donc, en tout cas, moi, c'est ça. Ça va être une question de prestation et plus le bien sera exceptionnel et rare, plus il sera luxueux. Ok. Comment se passe ton expérience? Ça se passe très bien. Déjà, j'adore ce que je fais, j'adore mon job, donc ça c'est plutôt cool. Et puis surtout, du coup, ça va faire prétentieux, mais je performe plutôt bien. Donc, par T'es exemple, une bonne vendeuse? Ouais. 2020. C'est quoi le bien le plus cher que t'aies vendu? Quasiment 5 millions À Bordeaux? au Ferré. Ouais. Normal. Voilà. Mais t'as par exemple, il y a une nana à Saint-Barth, elle a vendu un bien à 28 millions. Waouh. Tu vois, nous, on n'a pas de bien à 28 millions. Enfin, en tout cas, j'en connais pas sur Bordeaux. Et la région. l'agent prend combien du coup sur ça? Ça dépend, mais Enfin, on peut en parler de ça? Oui, bien sûr. Plus chaque agence a son barème en fait d'honoraires, plus le prix est important quand même, ou plus Moins ça baisse. tu baisses un peu. Mais en moyenne, moi en tout cas dans cette agence, j'étais à 4,5 à peu près. Ok. Voilà. Donc tu prends 4,5 du bien que Voilà. tu vends. Alors après, ça aussi. Parce que souvent, t'entends, disons, les agents immobiliers, vous prenez beaucoup, hein, pour pas faire grand-chose. Donc ça, je suis pas d'accord parce que moi, je bosse jour et nuit. Quoi, je tiens à le dire. T'es quoi, t'anticipes sur une de mes questions? Parce qu'une de mes questions, c'était qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui disent que l'agent se gave? Alors, l'agent ne se gave pas. Pour le peu de choses qu'il peut faire, etc. Il y en a beaucoup qui le disent. En fait, il y a des ventes. Alors, ça va être horrible, ce que je vais dire, mais moi, je suis quelqu'un de franche et je dis vraiment les choses. C'est-à-dire que tu as plein de biens à la vente. Tous ne se vendront pas par toi. Déjà parce que ton client l'a mis dans 4 agences. Et en fait, j'ai plein de biens sur lesquels j'ai vachement bossé. Où déjà tu payes un shooting photo, il y a tout un process juridique, tu fais des visites. Je dis que je suis psy aussi souvent dans ce métier. Enfin, tu passes des heures et des heures au téléphone. Et quand je dis des heures et des heures, c'est vraiment des heures et des heures. Hein. C'est-à-dire que par moments, je n'en peux plus du téléphone. Et au final, le bien, tu vas pas le vendre. T'as les boules. Alors moi, je dis toujours, je suis hyper contente de mes clients. Mon objectif, c'est que mes clients vendent leurs biens. Par exemple, on dit à 50 000 €, ça va, hein, Sonia, vous faites pas suer. Sauf que 50 000, moi, j'en donne la moitié à l'agence. Oui, c'est pas toi qui est... À minima. De cette moitié, donc il reste 25 000, j'en donne 20% de TVA.
t'enlèves 20%. Ensuite, t'enlèves à peu près 30% pour les impôts, etc. Fais le calcul. Il me reste combien ? Ouais. Voilà. Donc, c'est pas... en tout cas, je Oui, vote pas. Après, c'est pas juste ouvrir des portes. évidemment, je vais être franche avec toi. Évidemment, je gagne bien ma vie. Et après, voilà, je suis contente. Après, faites-le. non, mais... Si vous trouvez qu'on gagne trop d'argent, non, mais après... soyez tous agents immobiliers. C'est clair. Mais, et c'est important aussi de le souligner, il y a énormément d'agents immobiliers. Regarde, moi, j'en suis la preuve. C'est-à-dire que tout le monde peut être, entre guillemets, ça va faire râler ceux qui ont fait des études là-dessus, etc. Enfin, des études pour être agent immobilier. Moi, j'ai fait cette reconversion, sauf qu'il y a des stats, c'est 80% des agents co abandonnent au bout de 3 ans parce qu'ils ne font pas d'argent. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas bons dans leur boulot. Parce que c'est des tocards. Et peut-être. J'ai beaucoup d'anecdotes là-dessus. Bon, voilà. Parce que il y en a j'anticipe. Il y en a très peu finalement qui sortent du lot. Et dans une période, et ça, immobilière en ce moment qui est quand même particulière, il y en a plein qui arrêtent. Et ça fait le tri. Et tu vois, pour finir sur le truc, donc là, je me lance des fleurs, j'ai le droit. Je suis très fière de dire. C'est ton podcast. Je suis fière quand même de dire parce que moi, finalement, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais jamais fait d'IMO de ma vie. Et tu vois, je suis arrivée dans cette agence, donc l'agence Kretz. En 2023, je suis celle qui a fait le plus de transactions sur l'ensemble des agents, France et étrangers y compris. Merci. Donc, je suis hyper contente. Après, je touche du bois parce que c'est surtout, il faut être... en France, on n'est pas content de gagner de l'argent. Ah mais moi, ça c'est un truc, j'ai pas la mentalité. Moi, je trouve ça trop bien, tu vois. J'ai aucun scrupule à parler de ça, tu vois. Sur le podcast, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent, tu vois. J'ai reçu Tony, j'ai reçu Jérémy, Juliette, etc., qui sont des entrepreneurs, des vidéastes à succès, des pâtissières, etc., qui sont reconnus sur les réseaux, etc., etc. Ils gagnent leur argent avec leur passion, leur métier, leur savoir-faire. Et ils gagnent bien leur vie et tout, et je trouve ça génial de montrer que on peut gagner de l'argent en se faisant plaisir. L'argent, c'est pas égal l'usine et la galère et la tristesse. On peut travailler peut-être moins et gagner plus d'argent. On peut travailler avec notre travail, c'est notre passion, et ça nous dégage des revenus, etc. Et il faut être fier de ça. Mais moi, je suis trop contente de pouvoir gagner ma vie en faisant de la vidéo, de la photo, ou en mixant, en étant DJ, des trucs comme ça. Je trouve ça trop bien. J'ai jamais l'impression de travailler. Moi, je me réjouis vachement pour les gens quand ils me disent qu'ils gagnent hyper bien leur vie. Enfin, c'est hyper français, ça. Et moi, j'ai jamais été comme ça. J'ai pas de problème. J'ai aucun tabou sur l'argent. Et c'est vrai qu'il paraît que les Français, le mindset là-dessus est pas terrible. Mais ça change un peu, je trouve. Mais oui, c'est lent. Et la nouvelle génération. Plus à l'aise avec ça pour en discuter. C'est vrai qu'un truc qui ressort aussi beaucoup parce que j'ai posé des questions sur les réseaux sociaux, parce que maintenant je fais participer les gens. Ah, c'est génial, ça. Du coup, les gens peuvent poser des questions aux invités. Par rapport au podcast rapport au podcast. Donc, du coup, j'ai eu des questions sur ton métier, etc. Et une chose qui est revenue aussi régulièrement, c'est un peu le côté escroc, entre guillemets, que les agents dégagent, entre guillemets. On a l'impression qu'il y a, et même toi tu le dis, au début je pensais que c'était comme ci, comme ça. Pour y avoir été proche, parce que j'ai acheté des biens, j'ai vendu des biens, etc. Franchement, moi j'ai aucun problème à le dire, il y a énormément de tocards. Mais vraiment, c'est le mot. Mais c'est vrai. C'est vraiment le mot, c'est pas juste des gens qui travaillent pas bien, c'est juste vraiment, je le pense sincèrement. Et s'il y en a qui se reconnaissent, vous le savez, il y a vraiment beaucoup de tocards, de mauvaises personnes, des mecs incompétents, enfin mecs-filles, tu vois, des gens incompétents au possible. Franchement, j'ai tellement d'anecdotes. Moi, il y en a une ou deux qui me viennent à l'esprit. Une première sur quand je cherchais un bien. Tu vois, j'ai pas le look de ce que je cherchais. Tu vois. Je vois. T'as un bon look, hein. Franchement. Pour ceux à qui je demandais des biens, c'était pas assez bien. Parce que moi, je suis jamais. Enfin, tu sais, moi, je suis pas en costard chemise et tout cool, ça. Quoi. Moi, je suis décontracté. T'es classe, cool. C'est gentil. Mais en tout cas, ça leur a pas plu. Et quand j'ai voulu acheter mon premier bien, du coup, j'ai donné le budget, ce que je cherchais, etc. Et du coup, par mail ou par téléphone, on appelle physique. Et ils me voient débarquer. Mais moi, je débarque, je me donne pas un genre.
Moi, je débarque, je suis en basket, t-shirt, jean, casquette et allez, go, on va visiter. Moi, je m'en fous. Évidemment. Aucun m'a pris au sérieux. C'est fou. Et pour aller encore plus loin, pas au sérieux, jusqu'à ne pas me faire visiter la maison. C'est vrai. Ah, il s'est foutu devant. Je dirais pas qui, mais... Ok. C'est bon. Vraiment, il est resté devant la maison, ou je trouve que c'était une fille, je sais plus qui c'était, un mec ou une fille. Elle est restée devant la maison, et je visitais tout seul. Parce que c'était une perte de temps pour elle, que j'achèterais jamais, quoi qu'il arrive, etc. Et du coup, j'ai visité la maison tout seul. Ils ont perdu un super client. Bah voilà. Et dis-moi que tu l'as acheté. Pas cette maison. Non, j'ai dommage. arrêté avec eux. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que non, parce que du coup, t'aurais pu y aller du coup en direct, tant pis pour eux, et acheter cette maison. Non, je suis pas allé là parce qu'au final, non, la maison me plaisait pas. Mais par contre, j'ai acheté l'autre bien. Et par contre, je leur ai fait un mail en leur disant le prix. Et que j'étais très content de la transaction que j'ai réalisée avec la personne avec qui j'ai acheté le bien. Et que je trouve ça très déplorable la façon dont ils ont travaillé avec moi. Parce que ils sont passés à côté d'un beau client et d'un et ce qui est très drôle, client important. Et petite anecdote, ça c'est toujours être gentil avec les gens. On sait jamais ce qu'ils peuvent vous amener. Cet appartement que j'ai acheté, je le mettais en Airbnb, en location. Me dis pas que l'agent te l'a loué. Il me l'a loué pour faire des comment on appelle ça? Des business meetings, là, les trucs en groupe. After work Non, tu sais, les trucs team building. Ah, team building, d'accord. Et ils ont fait un team building dans mon appart. Et mon appartement était déjà en vente. Ouais. Je l'avais laissé à 2 agences. Et ils font un team building chez moi. Moi, je n'étais même pas au courant que c'était eux. Parce que c'est une personne qui a loué l'appartement. Donc, je le vois arriver. Il commence à me dire j'ai vu que votre appartement était à la vente, etc. Ça serait bien qu'on puisse en discuter. Et je lui ai clairement dit je le mettrai jamais en vente chez vous, même si vous avez un client, jamais je le mettrai chez vous à cause de ça. Je lui fais le respect pour moi, c'est primordial. Vous m'avez pas respecté. Je vous assure que même si je vends pas mon bien pendant 10 ans, je le mettrai jamais chez vous. Et pendant, je pense, 2-3 mois, le gars m'appelait presque toutes les 2 semaines, je pense. Ah ouais. Il n'a pas de fierté, quoi. Zéro fierté. Mais vous savez, on a changé la direction, on a changé la façon de travailler. Il regardait mes contenus sur Instagram et tout. Il me dit c'est génial, vous faites un travail magnifique, etc. Il a tout essayé. Ça n'a jamais marché. Et je lui dis, c'est dommage, franchement. Je connais certains agents qui se sont fait griller en quelques biens. Parce qu'ils vendent mal, parce que tu racontes des conneries. Et ça va vite, le monde est petit. J'allais te dire, parce que le monde est très petit et que les agents se connaissent entre eux, les biens se connaissent entre eux, etc. aussi. Ce bien-là, tel agent le connaît. Moi, il y a un ami qui travaille chez une agence traditionnelle qui m'a épargné de l'argent parce que l'agent de base qui devait me le vendre m'a raconté des conneries. T'as des anecdotes un peu marrantes sur des clients ou des acheteurs ou des vendeurs un truc un peu cocasse qui t'est arrivé? Écoute, je pourrais écrire un bouquin. C'est quoi le truc qui va vraiment où tu t'es dit waouh? Je réfléchis, il y a tellement de... Je pense à une visite un monsieur qui était célibataire avec ses 2 enfants, un peu particulier le gars, mais sympa. Et un jour, je fais une visite et j'arrive pour la visite. Et il avait un Bermudet et je vois qu'il a un bracelet électronique. Tu sais pas pourquoi? Bah non, j'ai pas osé lui demander. Moi, il m'en a pas parlé, donc je fais comme si de rien n'était. Mais c'est un peu... Et t'as envie de dire, vous pouvez pas... Soit vous pouvez me laisser faire la visite seule, s'il vous plaît. C'est t'as pas envie que les clients voient ça. Ça fait peur un peu. Tu te dis, le mec, il nous cache quoi? Alors que bon, ça, je sais pas pourquoi tu peux avoir un bracelet électronique dans ta vie. Mais quoi qu'il en soit, il s'en cachait pas et puis il m'a pas rassuré, quoi. Donc ouais, c'était ok. Ouais, pour lui c'était ok, il y avait pas de problème. Et vraiment, je me suis dit attends, est-ce que c'est bien un bracelet électronique? Est-ce que je regarde bien parce que j'ai pas l'habitude de voir des bracelets. Peut-être que c'est genre une montre, une montre connectée que tu mets au poignet. C'était bien un bracelet électronique. Donc c'était assez surprenant. Après, dans l'immobilier, surtout de luxe, ce qui me frappe le plus, c'est des mythos, mais j'en ai tout le temps. Et des gens qui s'inventent alors, des tu sais vies, que, j'en parlais avec mon ami qui est également dans l'immobilier. Il m'a dit que ça arrivait beaucoup et maintenant ils faisaient énormément de contrôles
sur le patrimoine des personnes avant de faire des visites pour éviter ce genre de trucs. J'étais même pas au courant que ça existait. Ouais, mais... Qui perd du temps comme ça? Plein. Des accès. En fait, Franchement, c'est ma question. Non, mais en fait, je comprends pas le. En fait, à moins que vraiment tu cherche. te fasses vraiment chier. Je pense que c'est ça. Et je pense que non seulement. Tout le temps. Tu te fais chier. Mais en gros, tu vas voir je viens de voir et je te dis, tiens, j'ai envie de visiter cet appart. Cette maison à 10 millions. Alors mais est-ce que c'est 3 euros sur son compte. Est-ce que c'est genre juste pour regarder des biens luxueux? Non, parce que ces gens vont parfois jusque chez le notaire signer un compromis de vente. Après, parce que j'allais te dire, à la limite, avec tu sais tous les bolos qu'il y a suite aux réseaux sociaux, parce que ça a matrixé tout le monde. Je me dis peut-être qu'ils veulent, tu sais, visiter la maison et en profiter pour faire 2-3 vidéos du bien de luxe en disant tiens, regardez où je suis. Des touristes, ça, il y en a toujours eu, il y en a. Ou tu sais, pour faire croire que t'es dans une super villa alors qu'en fait... Ouais. Non, alors ça, quand même, non. Des touristes parce que ça me semblerait plus logique de voir un mec qui filme la maison au moins, t'as une en explication. Pensant que c'est sa maison et qu'il veut montrer sur les réseaux qu'il est blindé, etc., que d'aller chez le notaire. Je comprends pas le concept. Mais il y en a pas. Moi, je cherche. J'essaie de comprendre. Il y en a pas. Et ça arrive malheureusement. Et au notaire, il fait quoi? Il dit non? Le notaire, non, il signe. Il signe le compromis de vente. Par contre, tu sais, dans les 10 jours, il faut que tu verses ce qu'on appelle un dépôt de garantie. Et là, par contre, il disparaît. Il disparaît dans la nature. C'est fou. Ils veulent pousser la blague trop loin. On peut attaquer ces personnes. C'est pour ça. Et ils sont attaqués, sauf que ces gens, parfois, sont interdits bancaires. Ces gens... et en fait, évidemment, on te dit, tu vérifies la solvabilité encore plus dans l'immobilier de luxe. Souvent, ça aussi, c'est un message que je veux faire passer. C'est que quand les gens, je les ai au téléphone, je parle tout de suite du financement. Et c'est pas pour être indiscrète, c'est pas... mais c'est qu'à un moment, il faut parler de... Tu m'appelles, on se connaît pas. Dans les 3 minutes qui vont suivre, je vais te demander ce que tu as comme argent. En gros, c'est ça, de manière un peu plus délicate. Mais souvent, je sens... Il y a un moment, c'est le nerf de la guerre aussi. Mais la plupart des gens, sont surpris. Voir, j'entends que ça les agace. Oui, attendez, madame, je vous demande juste si je peux visiter un bien. D'accord, mais j'ai pas... j'essaye de faire comprendre aux personnes que vis-à-vis des propriétaires, puis vis-à-vis de moi aussi, accessoirement, même si moi, tu t'en fous. Mais toi, t'as pas envie de perdre du temps. Moi, j'ai pas envie de perdre du temps, mais du coup, je mets ça sur client, il a pas envie de faire visiter l'appartement à tout le monde. Vous comprenez bien que je peux pas faire visiter à tout le monde et qu'effectivement, en amont, je dois pouvoir justifier et dire au propriétaire, voilà, monsieur ou madame Intel souhaite visiter votre maison, ce sont des gens qui habitent là, qui ont tel projet, qui ont un apport de temps, qui paient cash, ou qui machin, et qui truc. Et maintenant, je me ferai avoir ça, c'est sûr et certain, mais en tout cas, déjà, j'ai un déroulé de conversation avec les gens, et tu arrives à sentir si s'il y a un truc qui pue. Si le truc est hyper fluide, hyper carré, j'arrive aussi à sentir. Par contre, sur des maisons des maisons chères, évidemment, je demande une preuve de fond. Donc, si vous faites des conneries, si vous faites perdre du temps et que vous êtes des mythos... Je sors la carabine. On le sait. Et les agents le savent entre eux. Mais il y en a quand même... on peut se faire avoir. Il y en a qui sont très, très malins. Et ça peut être la personne qui est très bien habillée, très érudite. C'est ce qu'on dit depuis le début. L'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine, exactement. On est bientôt sur la fin du podcast. On va juste terminer parce qu'à la base, on parlait de Kretz, etc. Je précise juste quand même, du coup, là, je viens d'intégrer une autre agence parce que j'ai eu une autre opportunité. Du coup, j'ai intégré l'agence Christie's, qui est à Bordeaux. Et voilà, donc c'est une nouvelle opportunité, donc je ne suis plus dans cette agence. Justement, j'allais parler de la fin de ta collaboration avec Kretz, notamment sur la partie un petit peu tendance, parce que ça t'a permis de développer tes réseaux. Parce que du coup, il ne faut pas négliger que Kretz et l'agence Netflix, c'est devenu une marque. Et que du coup, ça t'a permis d'énormément développer tes réseaux. Notamment, en fait, dès que tu te retrouves avec eux en vidéo, la vidéo marchait bien, quoi. En gros, ça buzz, leur nom, leur image fait directement buzzer. Qu'est-ce que tu retires de toutes ces expériences ? Déjà, ce qui m'a galvanisé dans cette expérience, c'est qu'encore une fois, j'étais la première à être sur Bordeaux et à développer l'agence sur Bordeaux. Après, j'y ai fait des super rencontres. J'ai des collègues qui sont devenus des amis. Voilà. Ce qui m'a évidemment servi, c'est que j'ai beaucoup... Après, moi, j'adore la communication. C'est pour ça aussi qu'on avait communiqué, parce que j'adore ce que tu fais. Moi, je rêverais de savoir faire des montages vidéo du feu de Dieu.
Merci. Voilà, j'adore la vidéo, j'adore communiquer. Donc j'ai vachement, et c'est ce qui m'avait plu, et c'est la raison pour laquelle, c'est-à-dire que moi, quand je suis arrivée chez eux, je faisais déjà de la vidéo pour mes biens. Et peu de gens le faisaient maintenant, beaucoup dans l'immobilier le font, mais il n'y a pas si longtemps que ça, quasiment personne ne faisait de la vidéo sur les réseaux, etc. Et d'ailleurs, et inversement, Kretz, c'est ce qui leur a plu aussi, c'est qu'ils voyaient que je communiquais et T'avais déjà un pied dedans. J'avais déjà un pied dans la communication, que je faisais mes vidéos, etc. Et du coup, j'ai surfé sur ça. Et moi, aujourd'hui, encore une fois, c'est important, c'est que pour moi, je considère que Instagram, c'est beaucoup Instagram, ça représente une grosse partie de ma production de travail, en fait. C'est un vrai business. Et inversement, j'ai vendu grâce à des vidéos sur Instagram, quoi. Donc ça, je trouve ça dingue, tu vois, c'est une nouvelle façon de travailler et de vendre. J'ai vendu même le luxe. Un des derniers biens que j'ai vendu, il était à 2 600 000 euros à côté, là, à Bordeaux. Et en fait, il s'est vendu grâce à une vidéo sur Instagram. Comme quoi. Et le truc, c'est qu'en fait, on multiplie nos chances de toucher des gens grâce à la vidéo. Et tu vois, c'est par exemple, toi, tu tombes sur une de mes vidéos, mais c'est pas toi qui cherches, je sais pas, c'est ta sœur, je sais pas si t'as une sœur d'ailleurs. Oui. Ben voilà, ta sœur cherche un bien à Bordeaux, mais tu tombes sur la vidéo, tu sais que ta sœur cherche un bien. Et ben du coup, tu vas dire, tu vas envoyer la vidéo à ta sœur, et ta sœur potentiellement. Et en fait, parce que je te dis ça parce que ça arrivait hyper souvent. J'ai un peu l'impression que c'est, tu sais, dans le luxe, ils étaient hyper frileux à dévoiler les biens, etc. Oui. Tu sais, de cette façon, parce que sans parler de la qualité de la vidéo, parce que tout le monde n'a pas les mêmes compétences en termes de tournage vidéo. Il y a des vidéos qui sont un peu moins bien que d'autres et tout. Mais pendant longtemps, les grosses agences immobilières de luxe, haut de gamme, etc., tu sais, on se contentait de quelques photos, de temps en temps, quelques plans vidéo rapides. Mais il n'y avait pas ce truc de venez, je vous fais visiter la maison avec moi et on montre la maison au grand public, etc. Et là, maintenant, sur TikTok, il y a un mec... Dans le luxe, on parlait beaucoup de confidentialité, oui, il y avait ça, etc. Et du coup, finalement, en fait, j'ai envie de dire, il faut s'adapter à notre temps. C'est clair. Donc aujourd'hui, c'est indispensable. Mais moi, je trouve ça bien parce que, mais toujours dans le cas de ce qu'on disait de... l'acheteur maintenant qui va acheter une maison de luxe ou n'importe quoi, il a plus 50 ans, c'est plus le mec de 50 balais auquel on pensait auparavant et tout, et maintenant il y a des personnes de 30, 35, 40, 25 ans. Si je peux me permettre, il y a aussi le monsieur de 50 ans. Oui, toujours, oui, évidemment, mais tu sais, avant c'était vraiment, on allait, on passait devant l'agence, et c'était le mari de 50 ans qui regardait son truc à 2 millions, etc. Maintenant, Quand tu dis 50 ans, j'ai l'impression que c'est hyper vieux pour toi. Non, attention à ce que tu dis, 60, David. 60. Ajoute un peu, s'il te plaît. Attention. 65. Je te remercie. C'est un effort. Pour le bien de cette vidéo. Oui, c'est mieux. Non, mais tu sais, c'est un peu des clichés de c'était telle personne qui pouvait acheter et tout, et maintenant, il y a autant de jeunes qui sont sur les réseaux qui peuvent acheter que de personnes plus âgées, mais qui sont hyper alertes sur les réseaux. Et maintenant, il n'y a plus ce truc d'agence. Et j'ai une nana qui avait à peine une petite trentaine, donc elle est jeune, et la nana, elle a acheté une maison à 1,5 million cash, quoi. Ouais. Moi, je dis bravo. Encore une fois, on en revient. Moi, je trouve ça génial. Ouais. Je dis bravo, mais c'est vrai que... oui, enfin, faut s'adapter à son temps sur les réseaux. 2, il y a aussi une période immobilière qui est quand même assez compliquée. Donc, j'ai encore des gens qui me disent, moi, je veux pas communiquer, qui me contactent. Ils disent, moi, par contre, on n'en parle pas, on montre pas. Je dis, mais vous m'avez contacté, pourquoi ? Parce que vous me voyez sur les réseaux, parce que vous voyez ce que je fais pour les autres, etc. Donc, moi, ma force, c'est la communication, justement, sur les biens. Et je suis honnête, et je dis clairement, si je ne peux pas communiquer sur le bien, vous perdez un truc. Je ne sers à rien, en fait. Enfin, en tout cas, je n'ai pas à servir à grand-chose. Effectivement, je vais faire le tour de mes clients que j'ai potentiellement dans le portefeuille avec mes collègues, etc. J'ai dit, mais on réduit nos chances. On réduit considérablement nos chances. Donc, et c'est pas parce que... Et parfois, même les biens confidentiels, je pense surtout au ferré, où là, c'est l'exemple parfait, où il y a eu plein de biens confidentiels, mais confidentiels de rien. C'est-à-dire que tout le monde est au courant, ça fait l'effet inverse. C'est-à-dire que toutes les agences sont au courant que le bien, et forcément, l'agence, elle en parle à un tel, à un client. Mais le client, il a un copain, oui, je sais que la maison ici est à vendre. Tout le monde est au courant. Mais donc, ça n'a aucun sens. En tout cas, pour moi, la confidentialité aujourd'hui n'a aucun sens. Après, il y a plein de mes collègues qui ne partagent pas du tout mon avis. En tout cas, moi, c'est le mien. On arrive à la fin de ce podcast.
C'était très intéressant. On a parlé de pas mal de choses. On a eu pas mal d'anecdotes dans l'immobilier, dans L'aérien. dans l'aérien. On aurait pu encore parler de plein de choses. Moi, ce que je retiens un peu de tout ça, c'est un peu sur tes effets papillons, c'est ce fait Enfin, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est le fait de se jeter dans le vide. Ça, c'est vraiment un truc, tu vois, tu te jettes dans le vide tu quittes tout alors que t'as une situation nickel. Tu dis, mais franchement, aucune raison de partir. Pourquoi faire? Ouais. Tu lâches tout. Au final, bah, tu prends un échec et malgré ça, tu remontes la pente et tu pars sur un domaine qui, à la base, ne te plaisait pas et sur lequel tu ne te voyais pas du tout. Et au final, tu es très bonne dans ce nouveau dans ce nouvel arc de vie que tu as. Le fait que tes échecs te soient on va dire que ça t'est galvanisé et que du coup t'as réussi à te relever de ça, ça j'adore. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, tu vois, c'est les échecs qui te permettent d'avancer et surtout qui te construisent vraiment, plutôt que si t'avais que des réussites et tout ça. Et ce que je remarque aussi, c'est que ton moteur, c'est pas du tout l'argent, parce que tu fais des métiers, dans les métiers sur lesquels t'es allé, c'est des métiers où on peut très bien gagner sa vie, que ce soit dans l'aviation, que ce soit dans l'immobilier, etc. Mais que c'est absolument pas ce qui te drive au quotidien, tu vois. Et toi, tu restes quand même, je trouve, énormément dans le social et dans les rapports humains. Et dans le rapport humain. Et ça, du coup, ça se perd, surtout dans ce milieu-là. Et je pense que c'est pour ça que tu vas aller très loin. Mais c'est gentil. Mais moi, effectivement, si je fais un peu le bilan de tout ça, et pour ceux qui nous regardent, je pense que finalement, ce que j'en retiens, c'est qu'il y a des moments qui sont hyper durs dans ta vie où tu te dis, mais tu vois pas le bout, où tu te dis, c'est mort, j'y arriverai pas. Et en fait, tu rebondis toujours. Si tu le veux, tu y arriveras. Ça sera dur. Et que ce soit professionnellement ou un échec amoureux ou n'importe quelle situation un peu compliquée, on se dit, là c'est mort, ça pourra jamais aller mieux. Si. Le temps fait son œuvre, c'est pas des conneries. Le temps fait son œuvre. C'est vrai que le temps fait bien le travail. On trouve que c'est un peu une phrase bateau. Mais c'est une phrase bateau, quand on te dit ça t'énerve même. Oui, c'est ça, fous-moi la paix. Le temps fait son œuvre, mais c'est vrai, le temps fait son œuvre. Et moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, que ma mère m'a beaucoup répétée, qui disait, qui est pareil, c'est aussi con que le temps fait bien les choses, tu vois. Ouais. Mais qui est très vrai, c'est après la pluie vient le beau temps. Mais oui. Et même si la pluie dure très longtemps, le beau temps arrive. Et puis surtout, ne pas se fermer de porte, parce qu'au final, tu vois, un métier sur lequel tu t'es dit, mais jamais j'aurai un avenir là-dessus, regarde. Je n'y aurais pas cru. C'est J'adore ce que je fais, c'est ça qui est dingue. Et donc, tu vois, il ne faut pas se fermer de porte, il faut être ouvert à tout, toutes les opportunités, il faut être alerte à tout, et il faut y aller. Merci beaucoup. Mais merci à toi, merci d'avoir pensé à moi, c'est hyper sympa. Franchement, j'ai adoré ce podcast. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, etc. Également sur YouTube avec la vidéo, parce que on travaille fort pour faire des belles vidéos. Donc, et elles sont belles, j'adore. Voilà. Donc c'est aussi bien sur YouTube que sur les cadres. J'adore ce cadre, c'est hyper beau. Voilà, tu vois. Parfait. Donc vous pouvez rejoindre sur n'importe quelle plateforme, vous pouvez liker, commenter, et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel invité. Encore merci Sonia. Merci à toi.